Bonjour Essar. Bonjour Tom et bonjour tout le monde. Je voudrais dire que bonne fête aussi à tous les musulmans dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est la fête du mouton, du pèlerinage. Les musulmans du monde entier fêtent ça aujourd'hui. Donc, bonne fête à tous et bonne fête à nos amis aussi. On ne fête en Syrie, musulmans et chrétiens fêtent ça ensemble. Voilà. Merci Essar. Alors, nous nous retrouvons pour le 24e Citrep. Nous sommes le 1er septembre avec du retard, hein, parce que on a eu un agenda chacun de nous assez fort, assez compliqué, assez rempli surtout. Et en particulier vous, parce que vous avez participé à la grande foire internationale de Damas qui s'est tenue, qui vient de se terminer en fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je voudrais d'abord, je reprends sur la lignée de la fête du mouton. Vous savez, aujourd'hui en Syrie, on fait une double fête en fait. C'est la fête du mouton, comme c'est le cas, mais aussi la fête, une grande fête après la libération du Qalamoun est de Daesh, une avancée vraiment très importante de l'armée syrienne dans la steppe syrienne et puis vers le nord, vers l'est, etc. Nous reviendrons là-dessus. Mais aussi une très grande victoire après la libération de Assal, des hauteurs de Baalbek aussi, donc Assal dans le Nosra, des hauteurs de Baalbek au Liban, je parle. Mhm. L'armée libanaise a réussi en un temps record à libérer toutes ces montagnes du Qalamoun est pour le Liban, mais qui sont ouest pour la Syrie, et en coordination avec la résistance libanaise et l'armée syrienne du côté syrien. Donc tout le Qalamoun a été libéré des terroristes de Daesh et d'Al-Nusra. Donc c'est une très grande victoire. Pour le Liban, ça a été baptisé la deuxième fête de libération, la grande libération. La première étant la libération du Sud en mai 2000. Et cette libération-là de Daesh du 28 août 2017, qui est un renforcement de l'unité et un renforcement de la souveraineté et de l'indépendance du Liban, qui a été acquis suite à l'attaque israélienne terrible en 2006, juillet 2006. Vous vous rappelez, tout le monde s'en Oui, rappelle. absolument. Donc aujourd'hui, c'est une consacration. Le 28 août a été une consacration de cette indépendance et de cette libération et de cette volonté du peuple libanais, des Libanais, de la résistance et de l'armée, donc de l'armée et de la résistance libanaise qui étaient unies dans cette lutte, mais aussi avec la coordination de l'armée syrienne de l'autre côté des Qalamoun, donc du côté syrien. En fait, donc hier, il y a eu une très grande fête nationale libanaise dans ces montagnes de Baalbek qui sont enfin libérées de ce joug des terroristes qui pesaient sur la population depuis 2014. Ouais. Malheureusement, les soldats qui étaient kidnappés ont été découverts, tués, en fait, par les terroristes. Donc, tout le monde espérait retrouver ces soldats qui étaient kidnappés et les retrouver en vie. Mais les terroristes, grands criminels comme à l'habitude, ont tué ces soldats.
Voilà. Donc aujourd'hui, c'est en Syrie, donc c'est une double célébration aussi. Célébration donc de la fête du mouton, mais aussi une célébration de cette indépendance et de ce rétablissement de la souveraineté sur les Qalamoun et de la souveraineté syrienne sur les Qalamoun. Le président Assad donc est allé faire la prière du matin de la fête à la mosquée de Qara dans les Qalamoun. Donc ça c'est aussi en fait c'était un pas que je voudrais saluer. Bien sûr il a été salué par toute la population, les gens l'ont entouré, ils l'ont applaudi, ils ont crié ils donneraient leur vie pour lui, etc. Et en fait c'est un grand défi, je pourrais dire, de tous ceux qui continuent à penser que le président Assad pourrait être, et qu'il pourrait imposer le départ du président Assad malgré la population ou à la place de la population. Oui, oui. Or, il est clair que la population adhère à ce président et qu'il il est devenu aujourd'hui un symbole national réellement de résistance, de force et surtout de résistance et de victoire face aux dictats américains, aux dictats occidentaux qui s'ingèrent systématiquement dans la vie de tous les jours de tous les peuples. Donc, en vue justement de piller leurs ressources, d'imposer leurs lois, etc. Mais aujourd'hui, la victoire syrienne est vraiment très importante et elle est claire. Non seulement notre soleil aujourd'hui, mais elle était aussi manifeste et elle s'est bien concrétisée à ce salon international de Damas qui a démarré le 17 août par une grande soirée d'ouverture qui était impressionnante. Je ne sais pas si vous les avez vus sur les ondes, non, mais qui était impressionnante. Il y avait quand même 48 pays qui ont participé à cette foire, à ce salon. En fait, c'est un salon de l'économie en réalité, mais dans son contenu, il a été perçu comme une déclaration de la victoire de la Syrie. Les 48 pays qui étaient là, ils ont été très présents, y compris des compagnies de la France, d'Angleterre, donc de pays qui font l'embargo contre la Syrie et qui appliquent des sanctions économiques. Mais il y avait des compagnies effectivement qui venaient de ces pays-là. Il y a eu pas mal de contrats qui ont été signés. Cette foire ou ce salon a aussi marqué le retour à la production et à la vie normale de nombreuses industries syriennes qui étaient aussi ravies de signer des contrats d'exportation, surtout, aussi bien de tissus, de vêtements, de matières d'alimentation, de conserves d'alimentation, de légumes, de fruits, et puis mais aussi de produits manufacturés. Comme ceux qui sont fabriqués aux alentours d'Alep, qui avaient été pillés Exactement. par les terroristes qui avaient enlevé les machines, etc., qui avaient pillé les entreprises d'Alep. Effectivement, ces entreprises d'Alep retrouvent progressivement la vie, et je peux dire en un temps record, la vie et la production, et je suis persuadé que le peuple syrien étonnera le monde entier par la reprise économique et la reconstruction, aussi bien qu'il l'a étonné par sa
résistance à cette guerre internationale qui a regroupé des dizaines de pays contre la Syrie, qui ont dépêché des dizaines de milliers de terroristes de tous les pays qui sont très équipés et conseillés par leurs services de renseignement, dirigés par leurs services non seulement de renseignement mais de logistique, et équipés de tous des meilleurs, de toutes les armes les plus modernes. Donc voilà, effectivement, le peuple syrien a étonné le monde dans sa résistance et il étonnera le monde dans son redémarrage, et redémarrage économique et redémarrage vers la vie, oui. Et pour une vie très intense. D'ailleurs, Essar, oui. Je vous en prie. L'illustration de la résistance, je dirais, des Syriens, c'est que eh bien, la foire de Damas a été l'objet d'une frappe terroriste par missile, et ça n'a pas empêché de continuer malgré tout. Exactement. Merci de le rappeler, Tom. Effectivement, il y a eu des missiles qui sont tombés sur la porte de la foire et du salon le deuxième jour, le 20 exactement, le dimanche 20. En fait, c'est pas le deuxième, c'était le troisième ou quatrième jour, puisque l'ouverture, en fait, la soirée d'ouverture a eu lieu le 17, mais l'ouverture officielle, c'était le 18. Donc, c'était le 20 il y a eu une attaque terroriste. Il parle des missiles qui sont tombés. D'ailleurs, il y a eu 5 morts, des personnalités complètement prestigieuses qui étaient des industriels qui étaient restés et qui ont combattu auprès de la population et qui ont résisté en continuant leur production. Malheureusement, donc une dame qui est magnifique, qui a une usine de production de vêtements d'enfants, et puis ses associés, et puis deux, trois autres personnes. Il y a eu 5 personnes qui ont été tuées et 5 personnes blessées. Mais bon, il est clair que ce jour même, il n'y a pas eu non plus d'arrêt de la population. Le flot ou le flux important, énorme de population qui allait à cette foire n'a pas cessé. Il y a eu plus de 2 millions et demi de personnes qui sont rentrées, qui sont arrivées, qui sont passées par la foire. Qui ont visité. Une semaine de foire, de visiteurs. Des personnes qui sont venues... alors, je vais parler des visiteurs d'un côté, mais de l'autre côté, des grandes délégations de différents pays. Donc, des visiteurs, au niveau de la population, il y a eu plus de 2 millions de personnes, mais qui sont venues de toutes les villes de Syrie. Il y a des personnes qui sont venues de Homs, de Hama, d'Alep, de Daraa, de Souaïda. Tout le monde est venu pour fêter le retour à la festivité, si on peut dire, de la vie nationale, et le retour à la normale de la vie en Syrie. Et fêter ça avec tout le monde. Donc, au niveau de la foire, et surtout, comme je disais, pour tout le monde, c'était une sorte de déclaration de victoire. Donc, en fait, fêter la victoire ensemble. Il y avait toutes les soirées, tous les soirs, des fêtes, des chansons, des présentations artistiques, des danses, des chants, etc., des chanteurs connus. Les gens restaient jusqu'à minuit tous les jours. Il y a eu plus de 80 navettes qui étaient organisées, des navettes gratuites au service de la population, organisées donc par la direction de la foire, qui partaient des différents coins de Damas et puis de certaines banlieues. Et les gens, le premier jour, il y a eu plus de
400 000 personnes qui sont allées. Oula. Et qui ne pouvaient plus revenir. Ils sont rentrés avec des camions, avec, bon, bien sûr, donc la direction du salon a quand même aidé tout le monde à organiser son retour, donc aussi bien avec des camions, des cars, etc. Et ça a été vraiment une explosion de joie, si je peux dire. Oui, j'imagine. Oui. Donc ça, c'est un point très, très important. Une atmosphère de fête qui était très importante. Maintenant, du côté des exposants, il y a eu beaucoup de pays, donc beaucoup de pays asiatiques, des pays amis, bien sûr. On parle de la Russie, de la Chine, de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, et puis tout un tas de pays. Il y avait même le Japon, il y avait même la Grande-Bretagne et la France, je peux dire, mais représentés par des compagnies. Il y avait tous les pays arabes. Il y avait une délégation de 400 personnes, les 400 hommes d'affaires venus d'Égypte, hein, de la même manière de Tunisie, de tous les pays. Donc il y avait pas mal d'hommes d'affaires et des industriels qui venaient à cette foire ou à ce salon pour voir quelles sont les possibilités de participation au redémarrage de la Syrie, à la reconstruction, les différentes spécialités. D'accord. Il y a eu plus de 160 contrats qui ont été signés. Mmh. Donc voilà, ça c'est aussi important. Donc on peut espérer suite à cela un redémarrage important de l'économie. Je peux dire moi-même, je suis allé donc à ces salons. J'ai fait le tour surtout des stands du pavillon syrien où étaient représentés les différents industriels qui exposaient. J'ai discuté un petit peu avec eux des difficultés pendant la guerre et puis des projets actuels et des projets d'avenir. La plupart d'entre eux ont tenu bon malgré les terroristes et malgré toutes les attaques. C'est-à-dire les attaques terroristes détruisaient certaines parties, eux ils reconstruisaient le lendemain. Ils ont pour la plupart essayé de maintenir leurs ouvriers, même en les payant, même s'ils ne travaillaient pas certains jours. Il y a eu quand même pas mal de martyrs parmi les gens qui continuaient à travailler, mais dans l'ensemble, l'état d'esprit, c'était à la résistance, à la continuité de la production et à la continuité du fonctionnement, malgré la pression, terroriste. Et aujourd'hui, donc, pour certains, ils sont partis produire soit au Liban, soit en Égypte. Et dès tout de suite, maintenant, ils ramènent les machines et les ouvriers et ils reproduisent, ils continuent la production en Syrie. Puisque de toute façon, pour eux, la meilleure situation pour la production, elle se trouve ici, aussi bien au niveau de la main-d'œuvre qu'au niveau de la réglementation. D'accord. Donc voilà. Donc ça, ce sont vraiment des points importants. Et je peux dire, cette foire constitue un point d'inflexion important dans le déroulement de la situation en Syrie, c'est-à-dire la situation avant ce salon n'est pas la même chose qu'après le salon. Comme on peut dire, la situation avant la libération d'Alep était une chose et après la libération d'Alep, c'est une autre chose. Donc c'est un point aussi de changement important c'est un tournant dans majeur. l'histoire. C'est un tournant
dans l'histoire de cette résistance et de cette guerre contre la Syrie et de cette victoire, je peux dire, de la Syrie. Voilà, donc ça, ce sont... vous avez une vue un petit peu rapide, mais claire de l'ambiance, de l'atmosphère de ce salon. Et oui. Et justement, cette ambiance qui participe à l'ambiance générale, positive, puisque il y a évidemment tout le cortège de libération des zones qui étaient occupées auparavant par les terroristes. Hein, vous avez cité en particulier la région de Kalamoun, qui est assise à cheval sur la frontière entre le Liban et la Syrie. Mais il y a d'autres régions hein, qui ont bénéficié de libération des terroristes, hein, libérés par l'armée syrienne et ses alliés contre les terroristes, hein, en particulier toute cette zone semi-désertique hein, qui se trouve à l'est du pays. Tout à fait. Alors dans la steppe syrienne, il y a eu, on avait parlé, je pense, le dernier sitrep de la libération ou de l'approche de la libération de la ville d'As-Soukhna, qui représentait un quartier général de Daesh qui était effectivement très équipé, plein de blocos et comment dire, fortifié donc. Une sorte de cargaison de fortification. Cette ville représentait aussi le point de départ de l'agression contre la ville de Hama, de Homs, et puis du sud aussi, de Soueida et Dera, mais aussi vers Deir ez-Zor. Donc en fait, la libération de cette ville Soukhna et la destruction de toutes les fortifications de Daesh dedans, le départ, la fuite, la débandade des troupes de Daesh là-dedans, a fait que donc ce point stratégique devient important. Il est important puisque c'est un point stratégique qui permet de mettre c'est un point de départ de la route aussi bien vers Raqqa, vers Deir ez-Zor, vers le nord-est d'un côté, de l'autre côté vers le nord-ouest vers Hama, vers l'est, l'ouest vers Homs et le sud vers Dera et Soueida. Donc en fait c'est un point, c'est un carrefour routier très important qui de plus permet d'aller aussi vers Abou Kamal et les frontières syro-irakiennes. Donc à partir du moment où l'armée syrienne a pu dominer ce carrefour important, la progression a été très rapide vers le nord. En fait, l'avancée vers Deir ez-Zor a été faite par l'axe nord-est, mais aussi l'armée a avancé vers le nord-ouest. Ce qui fait que des villes et des villages de l'ensemble du département de Homs, de Hama, etc., ont été aussi libérés et on va rapidement dans l'avancée vers Deir ez-Zor et vers Raqqa. Bon. Donc aujourd'hui, l'armée syrienne avance très vite et a libéré... Pardon, oui, allez-y. Oui, je vous en prie. C'était juste pour souligner le fait que l'avancée est tellement rapide. Elle a lieu justement au moment où finalement les terroristes sont en train de se sauver, hein, parce que là il y a une espèce de débandade d'une franche, je dirais, rapidité. Tout à fait. Il y a une véritable débandade, une véritable démission dans leur rang aussi. C'est-à-dire il y a une fuite de tous les chefs. De tous les émirs, là, de tous les chefs. Ils abandonnent aussi leurs sous-fifres qui, eux, vont se rendre rapidement ou essayent de rejoindre d'autres factions qui se trouvent donc à Idlib
ou à Raqqa ou à Deir Zor. Mais en fait, aussi, ils se font les dissensions font qu'ils se battent entre eux aussi systématiquement. Donc, Oui. ça participe aussi à la rapidité de leur défaite, effectivement. Ajouter au fait que l'armée syrienne, aidée par l'aviation russe et aidée par les services de renseignement syriens et les services de renseignement aussi bien de l'armée irakienne que l'armée libanaise, enfin la résistance libanaise et la résistance irakienne, font que effectivement on sait exactement où ils sont et on sait quel est leur rapport de force et on connaît tout et puis on avance effectivement de manière complètement maîtrisée et professionnelle et stratégique, je peux dire. Donc c'est un point qui est très très important dans la réussite et dans le succès et la victoire des combats aujourd'hui. Je peux dire qu'on est l'armée syrienne est à quelques kilomètres de Deir Zor, elle est à quelques kilomètres aussi de Raqqa. Là, je tiens à dire quand même et à dénoncer très fortement tous les bombardements Ah oui. que mène l'aviation de la coalition, qui est dirigée par les États-Unis, sous prétexte de lutter contre Daesh, de bombarder systématiquement la population civile à Raqqa, dans les faubourgs de Raqqa, dans les faubourgs de Deir Zor, d'Al-Mayadin et de Boukaman. Avec donc bombardement des civils systématiquement, des dizaines de morts et de blessés tous les jours, mais aussi, en plus, des bombardements au phosphore blanc, qui est une matière complètement interdite dans les guerres et qui est apparentée à une arme de destruction massive. Donc, dans le silence total de l'ONU, s'il vous plaît, dans le silence total de tous ces pays qui se disent démocratiques, défenseurs des droits humains, etc., et qui se déchaînent contre le président Assad et contre le gouvernement syrien quand il défend son pays, son peuple, et l'accuse d'utiliser le chimique alors qu'il ne l'a jamais fait. Mais là, le chimique est réellement utilisé par eux et il n'y a absolument aucune dénonciation et aucun constat qui est fait par les forces de l'ONU qui sont censées être au courant et surveiller la situation. Donc ça, c'est vraiment un scandale et un crime contre l'humanité qui est à dénoncer, à condamner. Aujourd'hui, d'ailleurs, les avocats de la région portent plainte dans les tribunaux contre ces forces de la coalition qui les bombardent. Alors, voilà. Dans le cortège des libérations, vous avez Mossoul, Al-Sal donc. Oui. On a parlé de la steppe, hein, et puis ça va très loin puisque les saillants et les poches terroristes, hein, qui étaient encore relativement profondément enfoncés dans le territoire syrien, sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Et puis de ce point de vue, ça permet d'imaginer ou de penser à une libération imminente de Deir ez-Zor. Tout à fait. Donc, en fait, il y a effectivement des poches dans la steppe syrienne, aussi bien à l'est d'Alep, à l'est de Homs, et puis qui rejoignent Raqqa, qui sont aussi entre Jarablus et dans le nord de la Syrie aussi, donc dans les frontières avec la Turquie.
effectivement, l'armée syrienne avance très vite, mais elle avance. Je rappelle quand même qu'il y a eu une coordination importante de renseignement et de coordination militaire avec l'armée irakienne, avec l'Iran et la Russie, en fait, dans ce secteur, dans l'est de la Syrie. Donc, c'est cette coordination qui donne ses fruits. Le succès fantastique, en fait, de l'armée irakienne, El-Hashd al-Sha'bi, dans la libération de Mossoul et la libération récente, hier, qui a été déclarée hier, de l'ensemble du département de Ninawa et Tal Afar, la déclaration donc par l'État irakien, fait aussi que Daesh se réduit aussi en Irak. Je rappelle que Deir ez-Zor et Raqqa sont aussi aux frontières avec l'Irak. Donc, cette coordination de part et d'autre de ces villes, et d'ailleurs où les Américains ont tenté aussi de créer une base américaine, etc. Ils sont aujourd'hui encerclés de part et d'autre par d'un côté par l'armée irakienne et les forces de Hashd al-Sha'bi, donc qui est la résistance populaire équivalente à la résistance populaire syrienne aussi. De l'autre côté, donc en face, il y a l'armée syrienne et les forces populaires avec le Hezbollah aussi et toutes les forces qui appuient l'armée syrienne. Tout ceci fait que les Daesh, les Qassad aussi, les forces dites démocratiques kurdes, aidées par les États-Unis, les Américains, etc., sont pris en sandwich entre d'un côté les Irakiens, de l'autre côté les Syriens. Donc en fait, ils n'iront pas loin et ils sont aujourd'hui dans un état de débâcle moral, je peux dire, avant la débâcle physique, oui. Qui est réel et qui vont dans le sens donc de la défaite. Hein. Donc les chefs se rendent, les chefs fuient et se rendent où ils sont transportés par les hélicoptères américains, on ne sait où. Et puis les forces de base, et ben, une fois les chefs sont partis et se sont rendus, donc ils se rendent en masse ou ils fuient. Ils essayent de faire une fuite en avant, soit ils tuent, soit ils se tuent, soit ils fuient, soit... Donc la situation, la libération à la fois de Deir ez-Zor comme de Raqqa est imminente et par l'armée syrienne. Voilà. Ça donne des renforcements de liens armés entre l'armée syrienne, l'armée libanaise et le Hezbollah pour ce qui concerne Kalamoun, et puis des liens donc entre l'armée syrienne et puis milices chiites irakiennes et l'armée irakienne en particulier. Donc on a une espèce de coalition qui se forme de chaque côté de la Syrie pour mettre fin à la présence de Daesh en Syrie. Tout à fait. En fait, cette unité qui s'est forgée dans la lutte contre le terrorisme est une unité importante qui fait d'ailleurs vivre chez les peuples cette volonté d'unité arabe aussi face à l'impérialisme, face aux agressions étrangères, face au terrorisme. De ce fait, cette victoire ou ces victoires revêtent une importance énorme historique, je peux dire, dans le réveil de la pensée nationaliste des peuples arabes et qui relance effectivement cette volonté d'unité, cette volonté d'unité arabe, syrienne, unité des pays du Cham
que sont d'ailleurs l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine. Hein, rappelons-le, c'est la Syrie historique, hein, en fait. Hein. Et, donc là, ça relance effectivement au niveau des peuples, ce qui fait que Bachar al-Assad devient un leader de fait, hein, de cette victoire et de cette nouvelle lutte pour l'union, pour l'unité, pour pour faire revivre la gloire des peuples arabes, en fait. Après ces défaites et après la domination et la domination américaine d'un côté sur leur politique, hein, même si ce n'est pas une domination concrète par une colonisation, mais quand on voit des pays comme l'Arabie Saoudite, tous les pays du Golfe, etc., qui deviennent des vrais agents des Américains, des instruments dans la main des Américains, quand on voit aussi ce qu'était le pouvoir au Liban. Donc le Liban a été aussi instrumentalisé contre la Syrie dans ces années-là, dans les débuts de cette agression contre la Syrie, agression terroriste. En 2011, les terroristes filtrés par le Liban, les renforts en armes et munitions arrivés par la mer, donc c'était les grands bateaux là qui venaient de Libye, Lotof 1, Lotof 2, etc., qui étaient surchargés d'armement et de munitions, qui passaient par le Liban vers la Syrie. Donc le Liban était un pays qui était aussi instrumentalisé contre la Syrie. Aujourd'hui, on voit que c'est tout l'inverse, en fait, avec une armée qui reprend aussi le dessus et qui veut défendre le pays contre les terroristes, hein, alors qu'avant, elle avait subi une interdiction politique, en fait, de la part du président précédent, Michel Sleiman. Ouais. Donc voilà, ce sont des faits importants qui changent le paysage dans la région du Moyen-Orient. Donc on peut dire aujourd'hui que le plan de remodelage ou de partage ou d'atomisation du Moyen-Orient a subi un échec cuisant dans cette guerre, et cet échec, et on en fait le constat et la déclaration aujourd'hui. Voilà. Alors pour autant, il faut quand même rester prudent sur certains points. Le fait d'en parler suffit très souvent à empêcher que quelque chose se produise de grave, parce qu'il y a un danger de présence d'armes chimiques dans les stocks d'armes des terroristes, hein, quand on le constate quand ils se mettent à fuir devant l'avancée de l'armée syrienne. L'armée syrienne investigue donc dans les stocks d'armes qui sont restés sur place et constate la présence de composés ou d'éléments chimiques complets prêts à être utilisés. C'est-à-dire que visiblement les terroristes sont prêts, ils l'ont déjà prouvé par le passé puisqu'ils ont déjà utilisé l'arme chimique sur les populations civiles comme sur l'armée syrienne, mais il semblerait que devant une défaite cuisante prochaine, ils en soient réduits à penser à l'utilisation quasi systématique de ces armes chimiques, qui sont dénoncées d'ailleurs par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. D'ailleurs, le gouvernement syrien a dénoncé à plusieurs reprises la possession par les terroristes d'armes chimiques qui leur provenaient aussi bien de la Turquie que par les canaux
de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Hein. Aujourd'hui, chose qui est importante en fait à dire aussi, je reviens une petite parenthèse en arrière, la Syrie a bouclé aussi une bonne partie des frontières avec la Jordanie, par laquelle filtrait aussi beaucoup de terroristes. Nous rappelons quand même qu'il y avait la chambre, le MOC, qui était une chambre d'opération, une table d'opération organisée par l'ensemble des pays occidentaux et la Jordanie, y compris Israël, donc pour diriger les opérations en Syrie, dans le sud de la Syrie. Rappelons aussi qu'Israël a couvert à plusieurs reprises les actions de ces terroristes dans le sud de la Syrie, que la complicité est évidente et que la participation est évidente d'Israël dans ces combats, donc contre la Syrie. Bon, aujourd'hui, tout ceci est pratiquement défait. Ça n'empêche effectivement que l'armée syrienne, l'État syrien avait dénoncé la présence d'armes chimiques aux mains des terroristes à plusieurs reprises. Ça n'a pas empêché que l'État syrien soit accusé de l'avoir utilisé à Khan Sheikhoun, à Khan al-Assal, et alors que l'État syrien a demandé, et la Russie d'ailleurs, ont demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête à Khan Sheikhoun. Cette commission d'enquête n'a toujours pas eu lieu, hein, je continue à le dire, et ne l'oublions pas, parce que en fait, une commission d'enquête montrerait effectivement que c'était les terroristes qui l'avaient utilisé à Khan Sheikhoun, et non pas la Syrie à partir de l'aéroport de Shairat qui a été bombardé par les Américains. Donc tout ceci va dans le sens que aujourd'hui, effectivement, il y a une menace ou il y a un risque que les terroristes utilisent le chimique contre la population dans le sud, et dans le sud, donc du côté de Deraa, où ils sont encore présents, et ils sont appuyés par les Israéliens, qui ne sont pas loin. Ouais. Et donc la libération de l'ensemble des montagnes du Qalamoun aide pas mal à les contrer, je peux dire, mais ce n'est pas encore totalement le cas. D'accord, puisque dans le sud, la communication avec le Golan est directe, et que aussi pas loin Israël. Donc ça, c'est un risque qui a été dénoncé par Madame Zakharova, porte-parole de l'État russe, hein, oui. Et aussi appuyé, donc bien sûr, a été dénoncé par la Syrie aussi. Alors, donc ça, c'est un risque, hein. Je peux dire aussi le deuxième risque, c'est cette tension qui augmente entre la Russie et les États-Unis, en fait, qui est une tension provoquée par les Américains, inutilement. Je pense que tout ceci est sur demande israélienne, puisque les Israéliens ne sont pas du tout contents de la tournure des choses. Hein. Oui, oui. Netanyahou, comme le chef du Mossad et puis le chef des armées sont allés aux États-Unis, ils sont allés après même en Russie. Oui, dernièrement, donc, ils sont allés à Moscou, hein, ils sont allés rencontrer Vladimir Poutine, qui semble ne pas avoir répondu à leurs attentes. Et effectivement, on peut s'attendre à un coup tordu de la part des Israéliens, de ce point de vue, oui. Voilà, d'une part. D'autre part, les Turcs aussi n'ont toujours pas non plus arrêté le soutien réel aux terroristes.
Donc, ce qui fait qu'il y a encore ces risques. Oui. Les Turcs ont dépêché même leur armée, en fait, à attaquer certains villages syriens du côté d'Idlib et dans le gouvernorat d'Idlib, et ça a été, ça a été stoppé plus ou moins par les pressions russes. Donc, tout ceci, le paysage est complexe, mais il va quand même dans le sens de la victoire de la Syrie. On peut dire qu'on parle d'Astana qui va avoir lieu donc dans les 2 semaines qui vont arriver, l'accord d'Astana et les rencontres d'Astana. On peut quand même dire que Astana, la dernière fois, elle n'a pas donné grand-chose, puisque pas grand-chose de tangible, puisqu'il était question quand même de préciser les contours des zones d'abaissement de tension et ajouter Idlib comme zone d'abaissement de tension, et ça n'a pas été fait. On espère que ça le sera dans ce tour-là. Donc voilà. Si vous me permettez, Sarr, on est en train de vous perdre à l'image parce qu'il doit commencer à faire nuit chez vous. Et, exactement, il faut que je mette la lumière. Oui, je crois que malheureusement... J'allais vous le dire. Ok, donc je mets de la lumière. À tout de suite. À tout de suite.